Tu as épousé au-dessus de ta condition, petite infirmière. Tes parents sentent encore la graisse et le vieux café. N'oublie jamais d'où tu viens. Ma belle-mère l'a dit assez fort pour que 200 invités l'entendent. Puis m'a giflé assez fort pour me faire pivoter la tête. L'orchestre s'est arrêté. Du champagne s'est répandu sur ma robe. Sa famille a ri comme s'il s'agissait du meilleur toast de la soirée. Mon mari s'est interposé entre nous en une seconde. Touche encore ma femme, a-t-il dit d'une voix basse. Et c'est terminé. Béatrice s'est contentée d'un sourire narquois. Elle souriait encore lorsque l'homme silencieux assis juste derrière lui a posé ses 2 mains sur la table et s'est redressé de force. Cela lui a pris plus de temps qu'à la plupart des hommes. La pièce est devenue d'un silence de mort. À la fin de cette nuit-là, Béatrice ne possédait plus la pièce, ni les invités, ni le respect de son propre fils. Je m'appelle Mathilda Miller. J'ai 31 ans. Avant de vous raconter la suite, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Mais seulement si cette histoire le mérite. Indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. J'aime savoir qui m'écoute. Pour comprendre pourquoi cet homme s'est levé, il faut comprendre une chaise. Mes parents possèdent un dîner sur un boulevard à Jacksonville, en North Carolina. Il s'appelle le Miller. Mon père le dirige depuis 22 ans, et en 22 ans. Il a maintenu une règle qui n'a jamais failli. Personne ne mange seul dans son dîner. Si un homme entre et s'assoit tout seul avec ce regard. Le regard de quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Mon père lui apporte du café qu'il n'a pas commandé et reste debout là jusqu'à ce que l'homme parle. Des marines, pour la plupart. Nous sommes une ville de marines. On apprend à repérer ceux qui portent un fardeau. Le dimanche soir, le dîner ferme ses portes au public et s'ouvre pour nous. Ma mère cuisine trop de nourriture, comme toujours. Et la famille mange à la longue table près de la fenêtre. Et à cette table, pendant des années, il y a eu une chaise où personne ne s'asseyait. Mettez son couvert quand même, disait ma mère chaque dimanche où il n'était pas là. Une fourchette à gauche, un couteau à droite, un verre retourné. Une chaise vide avec un couvert complet devant elle. Je n'étais pas du sang. C'était quelqu'un que le monde avait jeté. Et mes parents l'avaient ramassé. J'arriverai à lui tout à l'heure. Sachez simplement que la chaise n'a jamais été une chose triste dans notre maison. C'était une promesse. Cela signifiait qu'un siège était gardé, que la porte n'était pas fermée, que lorsqu'il rentrerait, il y aurait déjà une place qui l'attendrait et qu'il n'aurait pas à la demander. J'ai grandi avec ça, avec l'idée qu'on mesure une famille à l'espace qu'elle libère pour les autres. Je veux que vous imaginiez un dimanche. Pour que le reste ait du sens. Les derniers clients partis à 4 heures. Mon père qui retourne le panneau et ferme à clé. Puis déverrouille son propre silence comme il le fait toujours. En haussant les épaules une seule fois comme pour poser quelque chose. Ma mère a la plaque chauffante avec 3 poêles en même temps. Disant à tout le monde de s'asseoir même si rien n'est prêt. Parce que s'asseoir est le but et que la nourriture n'est que le prétexte. Mon frère et ses enfants, un habitué ou deux qui n'ont nulle part où aller. Les fenêtres qui virent alors puis au bleu, et cette unique chaise dressée et vide. La fourchette alignée sur le bord de la table de la manière dont ma mère aligne tout. Parce qu'une chose qui vaut la peine d'être gardée vaut la peine d'être gardée correctement. Personne ne m'a expliqué la chaise quand j'étais petite. Elle était juste là, de la même façon qu'une cicatrice est juste là. Un morceau du corps de la famille. Quand j'ai eu l'âge de poser la question, ma mère a seulement répondu. C'est pour celui qui en a besoin. Et elle est retournée au poêle. Et j'ai compris que cette réponse contenait toute la philosophie de la maison pliée en 6 mots. On garde une place. On ne demande pas à la personne de la mériter d'abord. On pose la fourchette et on attend. J'ai transposé cela dans mon travail sans m'en rendre compte. Je me souviens d'un homme au début de ma carrière. Un patient victime d'un accident vasculaire cérébral, furieux contre sa propre main gauche. Qui m'avait dit au plus mal de sa forme qu'il en avait assez. Qu'il voulait qu'on le laisse tranquille, qu'il n'y avait plus d'espoir.
Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai tiré une chaise à côté de son lit, je me suis assise et je suis restée. Et après un moment, il s'est mis à pleurer. Et après un moment encore plus long, il a repris la fourchette, une vraie fourchette. Nous travaillions pour qu'il parvienne à se nourrir tout seul. Et il a réussi à porter une bouchée de nourriture à sa bouche par ses propres moyens pour la première fois en un mois, et aucun de nous n'a rien dit à ce sujet. Car certaines victoires sont trop grandes pour être félicitées. C'est ça le boulot. On ne répare pas les gens. On garde une place à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils puissent s'y tenir debout par eux-mêmes. J'étais doué pour ça avec les étrangers. Je pouvais m'asseoir avec le désespoir de n'importe qui. Ce que je n'arrivais pas à faire pendant longtemps, c'était d'entendre une insulte adressée à ma personne et de la traiter comme telle. Je l'entendais et j'entreprenais immédiatement le travail de comprendre celui qui l'avait prononcé. Comme si ma propre blessure était impatient à gérer et que les siennes étaient les seuls vrais sentiments dans la pièce. Je suis devenue infirmière à cause de ça. Je fais de la rééducation, plus précisément. Depuis 8 ans maintenant. J'aide des personnes à réapprendre à se servir de leur corps après que celui-ci les a trahis. AVC, amputation, lésion de la moelle épinière. Beaucoup de mes patients sont des militaires. Je suis bonne dans mon travail. Je suis douée pour rendre à quelqu'un sa dignité, un demi-pouce à la fois. Pour me tenir à côté de quelqu'un sur les barres parallèles et ne laisser transparaître sur mon visage que de la certitude, même quand je n'en ai aucune. Je suis plus lente, il s'avère, à protéger ma propre dignité. C'est la partie de cette histoire dont je suis le moins fier. Alors, je vais vous la raconter maintenant au lieu de faire semblant. Pendant longtemps, quand quelqu'un me traitait mal, mon premier réflexe était de lui trouver des excuses. Elle est fatiguée. Il est stressé. Il ne le pensait pas ainsi. Je pouvais rendre toute leur vie à des étrangers. Et je n'étais pas capable de m'accorder une seule limite. Il y a une pièce que je garde, en laiton, usée sur un bord, lourde pour sa taille. Un patient me l'a glissée dans la main un jour, a replié mes doigts par-dessus et m'a dit de la garder. Je l'ai gardée dans la poche de ma blouse pendant des années. Je vous dirai ce qu'elle lui a coûté pour me l'offrir. Pas encore. C'est là que j'ai commencé, un dîner, une chaise. Une pièce de monnaie et une habitude de trouver des excuses à des gens qui n'en ont jamais fait pour moi. Puis j'ai rencontré Desmond. Il est entré au Miller un mardi d'octobre, toujours dans sa combinaison de vol. Il s'est assis au comptoir et a commandé le pain de viande. Ce qui est ce qu'on commande si on veut vraiment manger et pas seulement avoir l'air de commander quelque chose. Il a donné un pourboire comme un homme qui a déjà fait le service dans sa jeunesse. Et en se levant pour partir, il a rangé son tabouret et a empilé sa propre assiette au bout du comptoir sans qu'on le lui demande. Cela m'en a dit plus long que n'importe quel uniforme aurait pu le faire. Il pilotait des Ospreys à New River. Le capitaine Desmond Holloway. Il est revenu le mardi suivant, puis celui d'après. Et il a fini par cesser de faire semblant que c'était pour le pain de viande. Je veux faire attention ici, car il serait facile de le faire paraître parfait. Et il ne l'était pas. Mais il était gentil de cette manière discrète en laquelle j'ai confiance. Il se souvenait des choses. Il a demandé à ma mère comment allait son genou. Il a regardé le mur des photos du dimanche pendant un moment. De la même façon qu'on regarde les photos de famille des autres quand on a un peu faim de ce qu'elle montre. Et puis il est passé à autre chose parce qu'il n'avait aucune raison d'étudier la famille d'un étranger. Il ne reconnut personne. Je le sais maintenant. À l'époque, cela ne voulait rien dire. C'était juste un homme poli devant des photographies. Notre premier vrai rendez-vous. Il m'a emmené dans un endroit avec des serviettes en tissu et une carte des vins. Et j'ai pu voir en 10 minutes qu'il l'avait choisi parce qu'il pensait que c'était ce qu'il était censé faire et qu'aucun de nous n'était à l'aise là-dedans. Au milieu du repas, j'ai posé ma carte et j'ai dit que je préférais un hot-dog sur les quais. Et quelque chose dans tout son corps s'est détendu. Comme si je venais de le faire sortir d'une pièce
Nous avons mangé des hot dogs sur un banc en regardant les porte-conteneurs remonter le fleuve Cap. Fear. Et il m'a parlé du vol, la vraie version, pas celle des affiches de recrutement. La peur que cela implique. La responsabilité de transporter les fils des autres à l'arrière de son aéronef. La façon dont on apprend à garder une voix neutre à la radio alors que tout en soi a envie de trembler. J'ai confiance en les hommes capables d'admettre leur peur depuis que j'ai l'âge de remarquer ceux qui en sont incapables. Il a rencontré mes parents un dimanche, ce que je n'avais pas prévu. Il a simplement débarqué au dîner parce que j'en avais parlé. Et mon père lui a posé une assiette devant lui sans rien demander et l'a regardé manger. C'est tout le processus d'entretien de mon père. On peut tout apprendre d'un homme à la façon dont il traite une assiette de nourriture qu'il n'a pas commandée et une serveuse qui ne le regarde pas. Desmond a mangé chaque bouchée. A dit merci 2 fois et s'est levé pour aider ma mère à porter la vaisselle à l'arrière. Et mon père a attrapé mon regard à l'autre bout de la pièce et m'a fait un signe de tête si discret qu'on l'aurait manqué si l'on n'avait pas été sa fille. Ce signe de tête valait plus pour moi que la carte des vins. Sa propre famille était d'un autre genre d'épreuve. Et il l'avait échoué toute sa vie sans connaître les règles du jeu truqué. Il m'a confié un jour, à voix basse, que lorsqu'il était enfant, il avait appris à décoder l'humeur de sa mère par la disposition des places à table. Qui était placé près d'elle, qui était loin. Qui avait été rétrogradé pour une infraction que personne ne nommait. L'amour dans cette maison était une chaise qu'on pouvait déplacer. Tu te comportais bien, et tu t'asseyais près. Tu la décevais et tu te retrouvais sans explication au bout de la table. Il avait passé 30 ans à essayer de s'asseoir près. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il m'aimait était qu'à la table de mes parents, il n'y avait pas de bout lointain. Il y avait juste la table et tout le monde autour. Je suis parti en mission pendant que nous étions ensemble, 7 mois. Et j'ai découvert pendant ces 7 mois le genre d'homme qu'il était quand je ne pouvais pas le voir. Il m'écrivait de vraies lettres, pas de simples textos. De véritables lettres écrites d'une écriture qui devenait de plus en plus maladroite à mesure qu'il était fatigué, parlant de petites choses. Le café, la chaleur, un oiseau qui continuait de se poser sur le même équipement chaque matin. Il ne m'a jamais fait sentir une seule fois que j'étais secondaire par rapport à la mission. Et quand il est rentré, plus mince et plus silencieux. Le premier endroit où il a voulu aller n'avait rien d'impressionnant. C'était le dîner. Il voulait du pain de viande. Les agitations de ma mère et s'asseoir à la longue table pour n'être personne de spécial le temps d'une soirée. Je l'ai vu relâcher ses épaules dans cette pièce et j'ai pensé. C'est un homme qui connaît la différence entre une maison photogénique et un chez-soi où l'on peut respirer. Il m'a demandé en mariage près des quais, près du banc où nous avions mangé des hot dogs. Sans foule ni photographe, avec une bague pour laquelle il s'était visiblement tourmenté. Qui était d'une simplicité parfaite. Il m'a dit qu'il avait failli le faire dans un endroit plus grandiose avant de réaliser que le grandiose était le langage de sa mère, pas le nôtre. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini sa phrase. Aucun de nous ne savait encore à quel point cette simplicité compterait ni à quel point quelqu'un s'efforcerait de me faire sentir qu'elle n'était pas suffisante. Il y avait un sujet dont il refusait de parler. Il y a une chose dont il refusait de parler. Au début, vers notre 3e ou 4e vraie conversation. Il m'a dit qu'il volait avec un type qu'on appelait Brick. Il a dit cela de la façon dont on prononce un nom qui porte encore une blessure ouverte. Je lui dois tout, a-t-il dit. Et je l'ai laissé disparaître. Puis il a changé de sujet si vite que je l'ai laissé faire, parce que je connais ce visage. Je le vois au travail. On ne poursuit pas quelqu'un dans une pièce dont il a fermé la porte. Pour moi, Brick n'était qu'un indicatif d'appel, un mot. Je n'avais aucun moyen au monde de le relier à qui que ce soit. Car l'homme dont je vais vous parler ne m'a jamais dit la vérité sur la façon dont il avait été blessé, et ce pendant toutes les années où je l'ai connu. Il appelait cela un accident. C'était tout. Un accident. Il n'y avait donc aucun nom de mon côté à associer à celui de Desmond.
Et il n'y avait aucune histoire du côté de Desmond, à part un indicatif et un silence. Deux personnes peuvent s'aimer pendant 1 an et demi tout en se tenant des deux côtés d'un même secret, tenant chacune une moitié. Sans que ni l'une ni l'autre ne sache qu'il y a un morceau correspondant dans la main de l'autre. Desmond m'avait parlé de sa famille de la même manière qu'on prévient quelqu'un d'une marche de travers. Dans la maison de ma mère, m'a-t-il dit un soir, l'amour s'accompagne d'un plan de table. Pas dans la tienne. C'est pour ça que je suis là. Il avait ri en le disant, mais il ne plaisantait pas. Tu la rencontreras bientôt. Ne la laisse juste pas décider de qui tu es. Je lui avais répondu que je savais gérer une mère difficile. J'en avais vu d'autres. J'avais tort sur la partie qui allait s'avérer difficile. Les Holloway vivent à Wilmington, à environ 1 heure de route le long de la côte. Dans une maison qui a un nom. Une histoire et un portrait d'un grand-père quelqu'un au-dessus de la cheminée. Béatrice nous a accueillis sur le perron avec des perles. Et elle était aimable de la façon dont un portail fermé est aimable. Elle a pris mes 2 mains. Elle les a regardées, mes mains, qui sont des mains de travailleuse, et elle a souri. Comme c'est merveilleux. A-t-elle dit. Travailler de ses mains. Nous admirons tellement cela. J'ai dit merci. Je le pensais même. Il m'a fallu tout le dîner pour comprendre qu'elle m'avait présenté à ses invités à 3 reprises. Comme, l'infirmière que Desmond fréquente, et pas une seule fois par mon nom. Mon porte-nom à table disait, l'invité de Desmond. Pas Mathilda. Invité. Je me suis dit qu'elle était nerveuse. Je pensais réellement qu'elle était nerveuse à l'idée de rencontrer la femme aimée de son fils. Je lui ai accordé ce bénéfice du doute, comme je le fais pour tout le monde. Après le dîner. Elle m'a fait faire le tour des pièces de réception comme une conservatrice de musée. Me montrant les photographies encadrées des bonnes œuvres de la famille. Béatrice sur une estrade avec un ruban et des ciseaux géants. Béatrice lors d'un gala sous une bannière sur laquelle on pouvait lire « Honorer ceux qui servent ». Nous avons tant donné à nos familles de militaires. A-t-elle dit. Et je me tenais là, dans une maison qui avait donné de l'argent pour une bannière. Tandis qu'à 1 heure de route d'ici, mes parents avaient offert une chaise à un homme. Il y avait un cabinet de curiosités dans le couloir. Sur l'une des étagères. Posé comme un objet décoratif entre un oiseau en porcelaine et un plat en argent. Se trouvait une pièce de défi militaire. Je ne sais pas à qui elle appartenait. Je ne pense pas que Béatrice le sût. C'était juste un bel objet en laiton qui rendait bien en photo. Je me suis arrêté devant un tout petit peu trop longtemps. Et j'aurais été bien en peine de dire à ce moment-là pourquoi cela m'avait serré la gorge. Je le sais maintenant. La dernière chose qui s'est produite ce soir-là a été l'invitation. Béatrice avait aidé pour les cartons d'invitation au mariage. Elle en avait envoyé une épreuve à Desmond en m'en mettant en copie par courtoisie. Je l'avais ouverte dans la voiture sur le chemin du retour. Et le lettrage en relief et coûteux disait. Le capitaine Desmond Holloway sollicite l'honneur de votre présence. Suivi du nom de sa mère et du nom de son défunt grand-père que l'on honorait. Et à l'endroit où le nom de la mariée aurait dû figurer. Rien. Un blanc. Invité. Un brouillon, a dit Desmond quand je lui ai montré. La mâchoire serrée. Nous allons régler ça. Elle va régler ça. J'ai dit qu'elle ne l'avait jamais réglé. Il m'a assuré qu'il s'en chargerait. Je l'ai cru parce que je voulais le croire et parce que s'en charger plus tard est tellement plus facile que de s'en charger tout de suite. C'était la première fois qu'il me disait qu'il allait s'occuper de quelque chose concernant sa mère. Ce ne serait pas la dernière. Et l'écart entre la promesse et l'action constitue une grande partie de ce sur quoi toute cette histoire repose. Je veux que vous remarquiez une chose, car je ne l'ai pas remarqué pendant longtemps. Rien de ce que Béatrice a fait ce soir-là n'était quelque chose que l'on pouvait pointer du doigt. Un nom oublié n'est pas un crime. Un blanc sur une épreuve est une question de secrétariat. Nous admirons les gens qui travaillent de leurs mains, est un compliment si l'on plisse les yeux.
Chaque détail était niable. C'était le plan. Ce n'était pas une femme qui perdait le contrôle. C'était une femme qui n'avait jamais eu besoin de hausser la voix parce que tous ceux qui l'entouraient avaient passé toute leur vie à apprendre à baisser la leur. J'ai passé le trajet du retour à lui trouver des excuses. Je vous dis cela pour que vous compreniez. Je n'y suis pas allé les yeux ouverts. J'y suis allé comme la plupart d'entre nous le font, en faisant de la place. En accordant le bénéfice du doute, en maintenant la paix et en appelant cela de la grâce. Cela ne s'est pas arrêté à un seul dîner. C'est la caractéristique d'un schéma, on ne peut pas le voir en un seul point. Il en faut 3 ou 4 pour que la ligne se dessine. Il y a eu la robe. Béatrice a insisté pour venir à l'essayage. Ce que j'ai laissé faire parce que refuser semblait dramatique. Elle s'était assise dans le coin de la boutique avec un verre de je ne sais quoi et m'avait observé. Sur l'estrade dans la première robe. Celle que j'aimais, celle qui me faisait sentir comme la meilleure version de moi-même. Elle avait incliné la tête en disant. C'est charmant. Peut-être un peu ambitieux pour votre carrure. Ambitieux? Elle avait le don pour les formules qui ne laissent pas de traces. La couturière avait croisé mon regard dans le miroir et n'avait rien dit. Ce qui était en soi une petite marque de gentillesse. J'avais acheté une autre robe ce jour-là. Je m'étais dit que j'avais simplement changé d'avis. Ce n'était pas le cas. Elle l'avait fait pour moi en me faisant croire que j'en avais décidé ainsi toute seule. Il y a eu le déjeuner, juste toutes les deux. Qu'elle avait présenté comme une occasion de faire connaissance et qu'elle avait transformé en un entretien auquel je n'arrêtais pas d'échouer. Elle m'avait demandé ce que faisaient mes parents. Et quand j'avais répondu qu'ils tenaient un dîner, elle avait répété le mot « dîner » doucement. De la même façon qu'on répète un diagnostic. Elle m'avait demandé où j'avais fait mes études. Et quand je le lui avais dit, elle avait lâché « oh, un choix pragmatique ». Ce qui est la formule polie pour dire que ce n'était pas le bon. Chaque question était une porte qu'elle entr'ouvrait juste pour me montrer qu'elle menait quelque part où je n'étais jamais allé. Et j'avais répondu à tout avec politesse pour rentrer chez moi. Repassant le déjeuner en boucle et trouvant de nouveaux moyens d'avoir l'air plus impressionnante. Et il y a eu ce qu'elle a dit au sujet du dîner lui-même. Que je n'avais pas raconté à Desmond parce que cela l'aurait blessé de savoir que je l'avais entendu. Elle était au téléphone avec quelqu'un dans la pièce d'à côté sans savoir que j'étais tout près. Et elle avait prononcé ces mots, non, non. C'est une infirmière. La famille a un petit restaurant quelconque. Ça va aller. Desmond va se ranger. Et tout cela va s'aplanir. Aplanir, comme si j'étais un pli. Comme si toute ma vie était un détail qui allait disparaître au fer une fois qu'il aurait retrouvé la raison. J'avais entendu cela et j'étais quand même retourné au déjeuner suivant. C'est cette partie-là qu'il me faut accepter, car c'est la plus vraie. Savoir qu'une personne vous considère comme un pli disgracieux et y retourner malgré tout. Parce que l'alternative, à savoir nommer les choses, les refuser, semblait être ce qui allait tout briser. Je m'étais dit que je faisais preuve de grandeur d'âme. J'étais juste devenue plus petite. Il y a une nuance, et il m'a fallu bien trop de temps pour l'apprendre. Les fiançailles avaient été simples. C'est sur le mariage que Béatrice s'est mise au travail. Cela a commencé par le lieu. Desmond et moi avions trouvé un endroit que nous aimions. Un bâtiment rénové sur les quais à Wilmington, avec des murs de briques. Une plomberie défaillante et une vue sur le fleuve qui faisait pardonner la plomberie. Nous avions versé un acompte. 3 semaines plus tard. Béatrice avait appelé pour m'annoncer qu'elle avait déplacé la réception dans son country club. Vous me remercierez plus tard, avait-elle dit. L'autre endroit a du charme. Mais ce n'est pas tout à fait nous. J'avais répondu que nous avions déjà versé l'acompte. Il y a eu une petite pause, de celle qu'elle utilisait comme de la ponctuation. Et elle m'a informé que c'était réglé. Elle avait appelé et l'avait annulé elle-même. Elle l'a dit de la même manière qu'on parlerait d'arroser une plante. Je suis resté assise avec ce reçu pendant un long moment. L'avis d'annulation, notre acompte perdu.
Une décision prise concernant mon mariage sans que je sois dans la pièce. Je n'ai pas lutté. Je me suis dit que le club était plus chic. Il était plus chic. C'est ainsi que cela fonctionne. Elle n'a jamais rien pris qui ne figura pas sur le papier comme une amélioration. Elle s'est simplement emparée des choses sans demander. Et c'était le fait de s'en emparer qui importait. Puis j'ai vu la liste des invités, tout en haut, parmi les invités d'honneur. Figurait un nom que je ne connaissais pas, Poppy Ashworth. Quand j'ai interrogé Desmond, il s'est figé d'une manière que j'apprenais à déchiffrer. La famille de Poppy finance la moitié de la ligue de ma mère, a-t-il dit. Nos mères avaient des idées autrefois, il y a très longtemps. Il m'a regardé. Je n'ai jamais eu cette idée, moi. Je tiens à ce que vous sachiez que je l'ai cru. Mais j'avais remarqué que Béatrice avait placé Poppy à la première table, à côté de la famille. Sur la chaise qui, dans une autre version de ce mariage, aurait pu être destinée à une autre mariée. Et j'avais remarqué que Desmond ignorait que sa mère l'avait invitée. J'ai classé l'information. Je ne lui ai rien dit. Je reviens sans cesse là-dessus. Toutes ces petites choses que j'ai décidé de porter en silence au lieu de les poser là où il aurait pu les voir. La famille de Poppy a été si formidable pour la Ligue, m'avait soupiré Béatrice un après-midi. Comme si j'étais un incident fâcheux survenu sur sa route. Comme si j'étais entré dans sa vie pour arracher d'une étagère un objet qui lui était déjà promis. Le choix du lieu n'était que le début. Une fois qu'elle tenait le terrain, elle a conquis le reste pièce par pièce. Elle a modifié le menu. Nous avions voulu quelque chose de simple, de la nourriture que les gens mangent vraiment. Ma mère avait même proposé de préparer le dessert. Ce que je comprends aujourd'hui comme étant la raison exacte pour laquelle Béatrice a remplacé l'intégralité du menu par un dîner servi à l'assiette provenant de la cuisine du club. Il n'était pas question qu'il y ait des tartes de chez Miller à un mariage. Elle a affirmé que le club avait des exigences. Elle l'a dit de la façon dont on énonce un règle qui protège tout le monde d'une situation embarrassante. Elle avait des avis sur les vœux. Lorsqu'elle a appris que Desmond et moi rédigions les nôtres, elle a suggéré avec tact qu'il serait peut-être plus approprié d'utiliser les traditionnels. Sous prétexte que des vœux personnels risqueraient d'apparaître comme. Et ici elle a marqué une pause pour trouver le mot « informel ». Elle voulait dire vulgaire. Elle voulait dire le genre de choses que les gens comme ma famille ont l'habitude de faire. Desmond a tout de même tenu à garder les nôtres, l'une des rares batailles qu'il a gagnées. Et j'aurais dû remarquer à quel point cela lui avait coûté d'en remporter ne serait-ce qu'une. Car c'était là le schéma, le vrai, celui que je n'arrêtais pas d'excuser. À chaque fois que sa mère s'emparait de quelque chose, Desmond venait me voir après coup pour me dire « je vais m'en occuper ». Et il était sincère. Il ne mentait pas. Mais s'en occuper semblait toujours se résumer à une conversation qui aurait lieu plus tard. Ou qui n'aurait pas lieu, ou qui avait lieu et ne changeait rien. Car il avait grandi au milieu des intempéries de sa mère et ignorait totalement qu'il pouvait exister un autre climat. Il m'aimait. Il reculait aussi face à elle de la même façon qu'on se recule d'une chose qui vous a blessé avant. Qu'on ait l'âge d'avoir des mots pour le dire. Les deux étaient vrais. J'ai passé toutes mes fiançailles à me répéter que seule la première vérité comptait. Je vais lui parler, disait-il à propos du lieu, du menu, de la robe. Du nom omis sur l'invitation. Et je répondais d'accord, et rien ne bougeait. Et j'ajoutais cela à la pile des choses que je portais en silence. En me persuadant qu'après le mariage, une fois mariée, une fois qu'elle aurait admis que c'était du sérieux, elle s'adoucirait. C'est le mensonge que je me suis le plus souvent raconté, elle finira par s'adoucir. Le plan de table a été le moment où cela a cessé d'être niable. Du moins pour moi. Béatrice avait placé mes parents à la table la plus éloignée de la table d'honneur. Tout au fond près des portes de la cuisine. La table numéro 22, la dernière, là où les serveurs allaient et venaient. Et où la porte va-et-vient laissait passer un courant d'air à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Quand ma mère l'avait vue, elle n'avait rien dit. Béatrice lui avait tapoté la main.
Le fond est tellement plus intime. Lui avait asséné Béatrice. Vous pourrez vous éclipser plus tôt si tout cela fait trop pour vous. Ma mère n'est pas du genre à s'éclipser de quoi que ce soit. Elle a élevé 3 enfants. Enterré ses propres parents et tenu un fourneau à 5 heures du matin pendant 22 ans. Mais elle s'était contentée de sourire en répondant « C'est gentil de votre part ». Et plus tard, sur le parking. Alors que je tremblais d'une fureur que je n'avais pas l'habitude d'exprimer. Elle m'avait dit un seul mot, laisse faire. Je croyais que ma mère choisissait la paix. Je croyais qu'elle faisait la même chose que moi. En se repliant sur elle-même pour éviter que la journée ne se brise. Je comprends aujourd'hui qu'elle faisait tout autre chose. Elle était si calme parce qu'elle savait déjà ce que j'ignorais. Elle le savait depuis des mois. Mais je devance encore l'histoire de la chaise. La dernière chose que Béatrice a faite avant le mariage a concerné la place assise. Mes parents avaient demandé une chaise supplémentaire. Pas une table, pas de manière. Un simple siège pour un ami de la famille qui essayait de rentrer à temps. Ils l'avaient demandé discrètement par mon intermédiaire. De la manière dont on réclame une petite faveur qu'on s'attend à obtenir. Béatrice l'a effacé. Nous sommes tout simplement complets, a-t-elle tranché. Et je l'ai vu tracer un trait rouge barrant la chaise sur le plan de table principal. Un geste net, avant de passer aux fleurs. Complet, 200 personnes et pas une place pour un homme sur une chaise pliante. Mon père se tenait à côté de moi lorsqu'elle l'a fait. Il n'a pas discuté. Il s'est simplement penché, a pris le plan, l'a replié le long de ses plis et l'a glissé dans la poche intérieure de sa veste. Nous verrons bien. A-t-il dit. Aussi doux qu'un agneau. Avant de retourner admirer les fleurs. Je croyais qu'il laissait tomber. Ce n'était pas le cas. Mon père ne discute presque jamais. Et il m'a fallu des années pour comprendre que cela ne signifie pas pour autant qu'il capitule. Certaines personnes se taisent parce qu'elles ont abandonné. Mon père se tait parce qu'il a pris sa décision. Et une fois qu'il a décidé, il n'y a plus rien à ajouter. Je tiens à décrire la matinée du mariage. Car c'est là que résidait la dernière heure de calme de mon ancienne vie. Et à cause de la pièce de monnaie. Ma mère était entrée dans la pièce où je m'habillais, tenant une aiguille et du fil. Et m'avait demandé la pièce. Je lui avais dit un jour que je voulais l'avoir sur moi, quelque chose d'emprunté. Quelque chose de courageux. Elle m'avait fait rester immobile. Avait replié l'ourlet de ma robe et y avait cousu la pièce en laiton. Tout en bas où elle reposerait contre ma cheville, cachée sous les épaisseurs. Comme ça, tu transportes quelqu'un de courageux avec toi, avait-elle dit. Avant de casser le fil avec ses dents comme elle le fait toujours et de lisser le tissu par-dessus. Mon père était entré un peu plus tard pour m'accompagner à l'hôtel. Il avait loué un costume et n'arrêtait pas de toucher le col comme s'il appartenait à un autre homme. Il m'a regardé pendant un long moment. Et je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose de lourd de sens, car c'était ce genre de journée. Il ne l'a pas fait. Mon père ne dit presque jamais les grandes phrases. Tu ressembles à ta grand-mère. A-t-il fini par dire. Elle n'a jamais permis à personne de lui faire croire qu'elle était petite. Il m'a offert son bras. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Tu as déjà une place à ma table. Ce n'est pas quelque chose qu'un mariage peut t'offrir ou t'enlever. Tu t'en souviendras. Je croyais que mon père se montrait simplement sentimental. Je sais maintenant qu'il avait choisi ses mots à dessein. De la même façon qu'il choisit tous ses mots, rares et précis. Il me rappelait la seule chose dont j'allais avoir le plus besoin, une place à la table. Quelque chose que personne ne peut vous donner ni vous reprendre. Je veux être honnête quant au mariage en lui-même. La partie de la cérémonie. Parce qu'elle était belle. C'est ce qu'on oublie quand une journée tourne mal à la fin. La cérémonie était magnifique. Les mains de Desmond tremblaient quand il a pris les miennes. Il a prononcé ses vœux comme s'il avait peur de les faire tomber. Il s'était battu contre sa mère pour les conserver, et maintenant qu'il les avait, il parvenait à peine à les exprimer.
Il a dit qu'il avait grandi en croyant que l'amour était quelque chose qui se mérite et qu'on pouvait perdre, un siège que l'on pouvait déplacer. Et que je lui avais montré une table où personne n'est rétrogradé. Il a dit qu'il voulait passer sa vie à apprendre à aimer de cette façon. Sa voix a cassé sur le mot « apprendre », il s'est arrêté, a recommencé, et je me suis tenu là. Avec la pièce de monnaie contre ma cheville. En pensant que quoi qu'il advienne pour le reste de cette journée, elle m'avait déjà offert cela. Quand l'officiant a prononcé « mari et femme », mon père a poussé dans le deuxième rang un soupir qu'il a tenté de faire passer pour une toux. Ma mère n'a rien cherché à cacher. Elle a simplement laissé couler ses larmes et a serré la main de mon père. Même Caleb, bien que je ne savais pas encore que l'homme silencieux près du fond était Caleb. Ni qu'il savait depuis 3 mois exactement ce qu'il était en train d'observer, même lui. Je l'ai appris plus tard, avait dû fixer le sol pendant un moment. Les gens qui m'aimaient étaient tous dans cette pièce, et le temps d'une cérémonie, j'ai tout eu. Sans savoir combien de minutes il restait à voir. Pendant environ 1 heure, j'ai été si heureuse que j'ai oublié de monter la garde. C'était mon erreur. J'ai arrêté de surveiller. La réception se déroulait dans la salle de bal du club. Tout enlustré en fleuve visible à travers les hautes fenêtres. Le malaise est revenu des nôtres arrivés, et j'aurais souhaité l'écouter. J'ai trouvé mes parents à leur table près des portes de la cuisine. Et mon père avait retiré sa veste pour l'accrocher au dossier de sa chaise. Et chaque fois qu'un serveur passait par la porte battante, un petit courant d'air soulevait la nappe. Ma mère avait devant elle une assiette de nourriture qu'elle ne touchait pas. Ils avaient l'air d'occuper la pire table de la pièce dans un calme absolu. Et j'avais interprété cette scène comme de la résignation, alors que ce n'en était pas une. Je ne cesse de vous le répéter parce que j'ai encore besoin de l'avoir compris, même maintenant. Béatrice traversait la pièce comme une perturbation météo. Une main sur telle épaule, un rire à telle table. Un mot à l'oreille d'un homme dont on m'avait dit que le nom comptait. Elle était dans son élément, la reine d'une cour qu'elle avait assemblée. Et je l'ai observée traverser vers un groupe de ses invités les plus importants et faire 2 gestes. En direction d'une chaise vide près de l'avant. La place d'honneur, comme si elle la gardait pour quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. Je ne savais pas alors pour qui elle croyait la garder. Je sais aujourd'hui que c'était pour dessiner la silhouette du mariage qu'elle avait voulu. Celui avec une autre mariée dedans. Et qu'elle ne pouvait s'empêcher de désigner l'espace où cette version aurait dû se tenir. J'aurais dû me sentir comme la mariée. À la place, j'avais l'impression d'être une invitée à une fête organisée pour prouver un point. Et ce point était que je n'y avais pas ma place. Béatrice avait prévu un toast au champagne. Et elle s'est emparée elle-même du micro avant que quiconque ne puisse le faire. Elle a levé son verre et a promené son regard sur 200 invités qui faisaient ce qu'elle voulait parce qu'il l'avait toujours fait. À Desmond, a-t-elle lancé. Qui aurait pu épouser n'importe qui et qui a choisi quelqu'un de si. Une petite pause chaleureuse. Un sourire pour la pièce, de si rafraîchissant de simplicité. Une vague de rire est venue des tables du fond. Pas de tout le monde, mais assez. Rafraîchissant de simplicité. Je me tenais là dans ma robe avec la pièce contre ma cheville et je souriais. Car c'est ce à quoi je m'étais entraîné. Et de l'autre côté de la pièce. J'ai vu la main de Desmond se refermer avec force sur la tige de son verre. Je n'ai pas vu l'homme entrer. Il y avait un petit mouvement près de l'arrière, près de la table d'honneur. Un invité arrivant en retard et un usher s'avançant pour aider. Je n'en ai saisi que le bord, un homme avec des béquilles s'excusant à voix basse. Et l'usher baissant les yeux sur les béquilles avant de l'installer. Au lieu de le faire traverser toute la salle de bal jusqu'à un siège lointain. Directement dans la chaise libre la plus proche, celle juste derrière la table des mariés. L'endroit le plus accessible. Je me suis rappelé avoir pensé, de loin, que c'était aimable de la part de l'usher. Je n'ai pas regardé son visage. Béatrice tenait mon coude. Elle me guidait vers la famille pour les photographies, et je la regardais, lui et non pas lui. De l'autre côté de la pièce.
Ma mère a levé la main et a esquissé le plus discret des signes de tête en direction de l'homme assis sur cette chaise. Un signe de tête semblable à une porte qui s'ouvre. Mais Béatrice m'a détourné avant que je ne puisse suivre son geste. Et l'instant s'est refermé. Et j'ai perdu ma seule chance de comprendre ce qui était sur le point de se produire avant que cela ne me tombe dessus. Les photographies. C'est là que c'est arrivé. Le photographe disposait la famille pour le portrait officiel. Celui qui finit sur le mur et survit à tout le monde. Béatrice positionnait les gens par de petites touches, une main sur une épaule, une pichenette. Et il y avait un vide, un espace laissé libre près de Desmond, au centre. Là où le cadre avait été composé autour de quelqu'un qui ne s'y tenait pas. Je me suis avancé pour combler cette place. Car j'étais la mariée et c'était mon endroit. La main de Béatrice s'est abattue sur mon bras. Cette photo, a-t-elle dit, d'une voix claire et enjôleuse, est réservée à la famille. Je n'ai pas bougé. C'était nouveau. Une année d'exercice à me faire plus petite. Et pour une fois, mes pieds sont simplement restés ancrés là où ils étaient. Je crois que cela l'a surprise plus que tout ce que j'aurais pu dire. Elle avait l'habitude que je recule. Je n'ai pas reculé. Et c'est laquelle l'a fait. Tu as épousé au-dessus de ta condition. Petite infirmière. Sa voix a porté. Elle a fait en sorte qu'elle porte. Tes parents sentent encore la graisse et le vieux café. N'oublie jamais d'où tu viens. Puis elle m'a giflé. Ce n'était pas une tape. Cela a fait pivoter ma tête. Ma boucle d'oreille s'est détachée et a balancé contre ma mâchoire. Quelqu'un venait de me tendre une coupe de champagne fraîche un instant plus tôt. Et elle a basculé quand j'ai sursauté. Et le vin froid a coulé sur le devant de ma robe en une ligne sombre qui s'étalait. L'orchestre, au milieu d'un morceau, sais-tu, un instrument après l'autre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et les tables du fond ont ri. Pas des hoquets de surprise, des rires. Comme si elle venait de placer la meilleure réplique de la soirée. Comme si voir une femme se faire frapper au visage le jour de son propre mariage était un numéro 2. Théâtre offert pour leur divertissement. La petite main-d'œuvre obtenant ce que la main-d'œuvre mérite. Je voudrais vous dire que j'ai fait quelque chose de magnifique. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là, du vin sur ma robe et ma main hésitant sur ma joue. Et j'ai eu l'impression, pendant environ 3 secondes de plus, d'être plus seul que je ne l'avais jamais été dans une pièce remplie de monde. 200 témoins. Et la chose la plus bruyante au monde était ce rire. J'ai cherché mes parents des yeux. Mon père était assis à sa place, à la table du fond. Il ne s'est pas levé. Ma mère avait les mains jointes sur ses genoux, calme comme un dimanche matin. Et mon père regardait, de manière délibérée et constante, non pas moi, non pas Béatrice. Mais l'homme assis sur la chaise placée directement derrière mon mari. Je ne comprenais pas ce regard. Je l'ai classé avec tout le reste que je ne comprenais pas encore. Et j'ai posé ma coupe sur la table la plus proche parce que ma main s'était mise à trembler et que je ne voulais pas que quiconque le voie. Puis Desmond a bougé. Il a traversé la pièce en une seconde et s'est interposé entre sa mère et moi. Son dos tourné à 200 invités, face à elle. Je ne pouvais pas voir son visage d'où j'étais. Je pouvais voir le sien. Et je l'ai vu changer alors qu'elle levait les yeux vers son fils. Maman. Juste ça au début. Un avertissement façonné en un prénom. Par-dessus son épaule, j'ai vu ses yeux descendre vers la table d'honneur. Vers le carton de placement posé de la main soignée de Béatrice, Poppy Ashworth. Il l'a vu. Je l'ai regardé le voir. Je l'ai regardé comprendre en temps réel exactement ce que sa mère avait manigancé et avec qui elle l'avait fait. Et quelque chose dans ses épaules s'est immobilisé. Touche encore ma femme, a-t-il dit. Et sa voix est descendue si bas que toute la salle s'est penchée pour l'attraper. Et c'est terminé.
Terminé. Le mot est tombé comme une assiette cassée sur un sol en carrelage. Sa famille avait ri 5 secondes plus tôt. Personne ne riait plus. Béatrice a souri malgré tout. C'est la partie sur laquelle je reviens sans cesse. Il venait de lui dire, devant tout le monde, qu'elle avait passé sa vie à impressionner. Qu'il me choisirait elle plutôt qu'elle, et elle souriait parce qu'elle en était certaine. Elle avait passé 34 ans à avoir raison au sujet de son fils. Il revenait toujours. Il choisissait toujours le morceau de son approbation au détriment du coup de l'opposition. Ne fais pas ton mélodramatique, chérie, a-t-elle dit. Avant de lever la main pour lui tapoter la joue, sans se presser. Souriant toujours. Elle apprendra sa place ou elle s'en ira. Je vais mettre l'histoire en pause ici même, au pire moment de celui-ci. Parce que j'ai besoin de vous demander quelque chose. Il vient de dire c'est terminé à sa propre mère à voix haute devant tout le monde. Si c'était vous, si c'était votre famille. Auriez-vous pu le dire? Auriez-vous pu le dire et le penser en sachant ce que cela coûterait? Dites-le moi dans les commentaires avant d'entendre la suite. Je veux savoir à qui je parle. Car c'est là que la pièce a cessé d'être la sienne. Derrière mon mari. L'homme assis sur la chaise que le chœur lui avait attribuée a posé ses 2 mains à plat sur la table et a commencé à se lever lentement. Cela lui a pris plus de temps qu'il n'en faut à la plupart des hommes. Il y avait un accroc dans le mouvement, un appui instable. Une jambe supportant un poids que l'autre ne pouvait pas porter. Ses béquilles étaient appuyées contre la chaise, et il ne les a pas attrapées. Il s'est hissé à la force de ses mains, de la table, de tout ce qui se trouvait devant lui. Pour se dresser de toute sa hauteur. Et un pan de pantalon pendait et bougeait différemment de l'autre. Dans la salle, par groupe de 1 ou de 2. Des hommes que je n'avais remarqués en rien de particulier s'étaient tournés pour le regarder. Des marines. On les reconnaît, même en civil, à leur façon de se mettre en alerte. Quelques-uns avaient cette expression qu'on a lorsqu'on aperçoit quelqu'un dont on était sûr qu'on ne le reverrait jamais. À l'une des tables, un homme d'une 50aine d'années. Un officier à la retraite à en juger par sa prestance. S'est à moitié levé de son siège avant même de l'avoir décidé, une main à plat sur la table. Fixant la scène. 2 jeunes hommes près du bar se sont figés, droits. De cette roideur qu'on adopte quand quelqu'un entre dans une pièce dont on n'a jamais prononcé le nom qu'avec respect. Je ne comprenais rien à tout cela. Tout ce que je savais, c'est qu'un inconnu sur des béquilles s'était dressé sur ses pieds et que toute la pièce s'était tournée vers lui comme de la limaille de fer vers un aimant. Et que quelque chose d'énorme était en train d'arriver, pour lequel je n'avais pas encore de nom. Le silence avait pris une consistance. Ce n'était plus le silence choqué consécutif à la gifle. C'était le silence d'une pièce réalisant collectivement, un battement de cœur avant moi. Qu'elle s'était trompée sur toute la ligne pour cette soirée. Le sourire de Béatrice affaiblit. J'ai découvert plus tard qu'elle l'avait reconnu avant que Desmond ne le fasse. Avant que je ne le fasse. Elle l'avait reconnu parce qu'elle avait passé 3 ans à essayer d'attirer cet homme à l'un de ses galas. Cet homme précis, cet homme calme, difficile, respecté. Avec qui tout le monde dans son cercle rêvait d'avoir une photographie. Et il l'avait remballée à chaque tentative. Elle avait un espace vide sur son mur où une photo avec lui aurait dû trôner. Et le voici à présent qui se dressait au milieu d'un mariage qu'elle avait bâti pour honorer le nom de sa famille. Et il ne la regardait pas de la façon dont les gens la regardaient. Il me regardait. Desmond s'est tourné pour remonter le fil du silence jusqu'à sa source. Il s'est tourné, a vu le visage de l'homme, et j'ai vu mon mari stable, discipliné. Qui pilote des aéronefs dans le noir et ne bronche pas, j'ai vu sa voix se briser sur une seule syllabe. Brique. L'homme derrière lui n'a pas répondu. Desmond. Pas encore. Ses yeux ont trouvé l'ourlet de ma robe là où se trouvait la pièce. Comme s'il pouvait voir à travers le tissu le laiton contre ma cheville. Comme s'il savait déjà qu'elle était là.
Puis il a regardé Béatrice, a pris la parole, et sa voix s'est révélée égale, calme, emplissant toute la salle de bal. Madame, a-t-il dit, vous n'avez pas la moindre idée de la famille dont vous venez d'insulter les membres. Et j'ai regardé ma mère et mon père assis à la pire table de la pièce. Et aucun d'eux n'avait l'air surpris. Pas surpris du tout. Il s'appelle Caleb Brennan. Dans l'escadrille, on l'appelait Brick parce qu'il était l'homme qu'on ne pouvait pas faire bouger. Il avait volé avec Desmond pendant des années. Et je veux vous raconter ce qu'il a dit à cette assemblée, car il l'a exprimé simplement. Sans colère, de la même manière qu'on énonce une vérité avec laquelle on a fait la paix. J'ai piloté des ospreys avec votre fils, a-t-il déclaré en s'adressant à Béatrice. Mais il l'a dit à la salle, car la salle écoutait à présent et elle n'en était qu'une partie. Il y a 4 ans. Lors d'un vol d'entraînement de nuit. Nous avons eu une urgence. Son aéronef était en difficulté et le mien était celui qui pouvait rester. Avec lui. Alors je suis resté. Il marqua une pause. Nous l'avons ramené au sol. Je n'en suis pas sorti aussi entier. Il s'est penché et a frappé une fois de ses jointures contre sa jambe gauche. Il y a eu un son, un cognement dur et creux. Du laiton contre quelque chose qui n'était pas de l'os. Le corps m'a donné une médaille pour cette nuit-là. A poursuivi Caleb. Ma propre famille m'a donné une adresse de réacheminement. Personne ne riait à présent. Quand j'ai été blessé, a-t-il repris. Les gens qui m'élevaient ont décrété que j'étais une complication. Les fauteuils roulants ne font pas de belles photos. Un fils qui a besoin d'aide pour monter les escaliers n'est pas le fils qu'il avait prévu. Il a laissé le silence s'installer. J'ai donc passé environ 8 mois à apprendre à quel point une personne peut valoir aux yeux d'une famille avant de devenir un inconvénient. Et puis une porte s'est ouverte, à laquelle je ne m'attendais pas. Il a regardé vers la table du fond. Vers mes parents. La seule porte qui s'est ouverte pour moi après cela. A-t-il dit? C'était un dîner. J'ai entendu ma mère retenir son souffle. J'ai vu la mâchoire de mon père travailler. Vous voulez connaître sa condition, a demandé Caleb. Et enfin, il m'a regardé, et sa voix a fait quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. Elle s'est épaissie, juste un tout petit peu, juste assez. Cette femme, celle que vous venez de frapper. C'était l'infirmière qui m'a appris à remarcher sur cette jambe. 8 mois. 5 jours par semaine. Elle est restée à mes côtés pendant que je tombais et m'a relevé. Et elle ne m'a jamais fait baisser les bras une seule fois. Et elle ne m'a jamais fait me sentir moins qu'un homme pour avoir eu besoin d'elle. Il s'est tourné de nouveau vers Béatrice et ses parents. Ceux qui sentent la graisse et le vieux café. Ils m'ont donné une chaise à leur table et m'ont dit que j'étais de la famille. Ils ont gardé un couvert dressé pour moi tous les dimanches pendant 4 ans. Chaque dimanche. Que je puisse venir ou non. Il a plongé la main dans sa veste pour en sortir une photographie aux coins usés à force d'avoir été transporté. Il ne l'a pas fait circuler. Il l'a simplement brandi un court instant. Et j'ai su ce que c'était sans l'avoir distinctement parce que j'en avais vu des centaines. Un dimanche chez Miller, la longue table. Et une chaise qui n'était pas vide parce qu'il y était assis. Vous avez passé la soirée, a dit Caleb à Béatrice. A essayé d'enseigner aux gens d'où elle venait. Je suis venu ici pour dire à tout le monde dans cette pièce exactement d'où elle vient. Elle vient des seuls gens qui ne sont pas partis. Desmond a poussé un soupir. Je me suis retourné, mon mari fixait Caleb, puis moi. Et les pièces du puzzle venaient s'emboîter en lui d'un seul coup. 4 années de culpabilité se réagençant en quelque chose qu'il pouvait à peine contenir. Tu ne m'as jamais dit que c'était toi, a-t-il dit. Ce n'était pas une accusation. C'était plus proche de la sidération. Tout ce temps, c'était toi. Je ne lui avais rien dit. Je n'en avais parlé à personne.
Ce n'était pas à moi de le faire. Caleb avait qualifié cela d'accident pendant 4 ans. Et j'avais préservé sa vie privée de la même manière qu'on protège celle d'un patient. Par habitude et par respect. Et ainsi, je n'avais jamais prononcé les mots « l'infirmière qui a remis Brick sur pied ». Car pour moi, il n'était pas Brick. Il était juste Caleb, notre Caleb. La chaise que la salle a choisie alors. Et je veux faire attention à la façon dont je vous raconte cela. Car cela ne s'est pas produit de la manière dont cela se passe dans les histoires où tout le monde applaudit. Personne n'a applaudi. Ce qui s'est produit a été plus calme et bien pire pour Béatrice. Et j'y ai beaucoup pensé depuis. Les marines se sont levés les premiers. Pas tous en même temps, pas au signal. Juste une lente remontée autour de la salle à mesure que les hommes qui comprenaient ce que Caleb avait fait se mettaient debout. Car c'est ce qu'on fait lorsqu'une dette pareille se dresse dans une pièce. Puis une femme à l'une des tables du fond, l'une de celles qui avait ri, a posé sa fourchette très délicatement sur la nappe, n'y a plus touché et a fixé son assiette. Puis un homme plus âgé dans un costume dispendieux a un nom que j'allais apprendre. L'une des personnes auxquelles Béatrice tenait le plus à compter a poussé sa chaise, a boutonné sa veste, a murmuré un mot bas à sa femme et est sorti, non pas en colère, mais simplement en ayant terminé. Il s'est retiré de la même manière qu'on se retire de quelque chose dont on ne veut plus voir son nom associé. Et Poppy Ashworth, à la première table, assise sur la chaise qui aurait dû signifier quelque chose, s'est levée sans bruit, a ramassé son sac et est partie avant que quiconque n'ait eu à la regarder. Cela a continué de la sorte, d'une manière basse, terrible, dénuée de tout drame. Un couple 2 tables plus loin s'est levé pour aller chercher ses manteaux. Une femme que je reconnaissais sur les photos de la Ligue épinglée au mur de Béatrice, une femme qui, quelques minutes plus tôt, avait ri et s'est levée, a traversé toute la salle de bal, a dépassé tout le monde, est allée se tenir aux côtés de ma mère à la pire table de la pièce pour lui glisser à l'oreille quelque chose que je n'ai pu entendre, et est resté là. L'un des jeunes lieutenants de Desmond s'est approché, sans un mot, a ramassé les béquilles posées à côté de la chaise de Caleb pour les placer à portée de sa main au cas où il en aurait envie, avant de se poster à son épaule telle une garde d'honneur qui n'avait reçu aucun ordre mais n'en avait nul besoin. Personne n'a crié, personne n'a fait de discours. C'était la partie insupportable pour Béatrice. Je crois qu'il n'y avait aucun combat à gagner pour elle, car personne ne se battait. Ils seraient affectés simplement, un par un, à une autre partie de la pièce. Et chaque réaffectation était une sentence dont elle ne pouvait faire appel. Béatrice s'est tournée pour chercher du regard son mari Gérald. Il était resté assis tout du long, silencieux comme il l'avait toujours été. Elle l'a regardé pour obtenir de l'aide, un partenaire. Quelqu'un pour rétablir l'ordre de la salle tel qu'il avait toujours été. Gérald a baissé les yeux vers la nappe. Puis il a détourné le regard vers les fenêtres, vers le fleuve. Il ne s'est pas levé et n'a pas prononcé un mot, mais il n'a pas croisé son regard. Et pour Béatrice, c'était une chute en soi. Elle perdait la salle, et il n'y avait rien à combattre puisque personne ne la combattait. Il cessait simplement, un à un, d'être son public. C'est à ce moment-là que j'ai fini par prendre la parole. J'étais restée silencieuse tout le long. Je n'avais pas préparé un seul mot, et j'ai réalisé que je n'avais pas grand-chose à dire. Vous avez passé 1 an à décider que j'étais en dessous de vous. Lui ai-je lancé. Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'aurais cru. Vous n'avez simplement jamais demandé qui j'avais porté. C'était tout. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas égrené ses péchés. J'ai posé une seule vraie chose à côté d'une autre vraie chose et j'ai laissé la pièce porter les 2. Je me suis penché et j'ai cherché la pièce à travers l'ourlet de ma robe. Puis j'ai pris la main de mon mari d'un côté et le bras de Caleb de l'autre. Et tous les 3. Nous nous sommes éloignés de la table d'honneur que Béatrice avait bâtie pour traverser toute la longueur de cette salle de bal jusqu'à la pire table de la pièce, là où mes parents se trouvaient. Et nous nous sommes assis avec eux.
Nous l'avons laissé debout au milieu de sa propre fête, dans ses perles, sous les lustres. Sans que personne ne l'attende pour lui dire quoi faire ensuite. Si vous aviez été dans cette pièce, si vous vous étiez levé en même temps que les marines. Alors vous savez déjà à quelle table vous auriez fini. Il y a autre chose dans cette histoire que ce moment où elle a perdu la salle. Ce que cela nous a coûté est venu après. Restez avec moi. La fête ne s'est pas tant arrêtée qu'elle s'est vidée. En l'espace d'une demi-heure, un tiers de la salle était parti. Le tiers de Béatrice, les gens qu'elle avait invités pour être impressionnés. Ils avaient récupéré leurs manteaux au vestiaire avec la discrétion particulière des gens qui ont pris une décision et ne veulent pas en discuter. L'une d'eux, une administratrice de la Ligue, s'est arrêtée à notre table en s'en allant pour dire à Desmond: « Transmets mes regrets à ta mère. » Elle n'avait pas choisi ce mot par hasard. Regret est ce qu'on envoie quand on ne vient pas. Et c'est ce qu'on envoie quand quelque chose est mort. L'orchestre, Dieu les bénisse, s'est remis à jouer. Ceux qui restaient étaient ceux qui avaient voulu être là dès le départ. L'escadrille de Desmond, les habitués de mon père. Les cousins qui ne s'étaient jamais souciés du plan de table. L'oncle de je ne sais qui a invité ma mère à danser. La nuit a miraculeusement continué. C'est une chose étrange d'avoir le pire moment de sa vie et le meilleur moment de sa vie à l'intérieur des mêmes 45 minutes. Mes joues portaient encore la chaleur de sa main pendant que je dansais ma première danse avec mon mari sous les mêmes lustres qu'elle avait choisis. Caleb était assis à notre table avec une assiette de la cuisine de ma mère devant lui. La cuisine du club avait, sur l'insistance discrète de ma mère, fini par autoriser un plat malgré tout. Et il le mangeait lentement, observant Desmond et moi sur la piste avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer alors et que je comprends aujourd'hui. C'était le visage d'un homme qui regardait deux moitiés de sa vie. Deux personnes qu'il avait aimées dans deux pièces séparées, se tenir enfin dans la même. Il avait porté ce secret seul pendant 3 mois, et maintenant il était au grand jour. Et il avait l'air à la fois fatigué et illuminé. De la même façon qu'on se sent lorsqu'on finit par poser un fardeau. Les invités qui importaient pour Béatrice étaient partis. Ceux qui importaient pour moi dansaient. J'ai compris à ce moment-là que c'étaient 2 mariages différents qui s'étaient tenus dans la même pièce depuis le début, et que seul l'un d'eux avait survécu à la nuit et c'était le mien. Béatrice est partie sans un mot de plus pour aucun de nous. Je ne sais pas à quelle heure. Je sais seulement qu'à un moment donné, j'ai levé les yeux et elle n'était plus là. Et Gérald non plus. Et leur absence n'a pas changé d'un iota la température de la pièce. C'est la caractéristique des gens qui règnent par le consentement tacite de tout le monde. Dès que le consentement cesse, le règne fait de même. Et cela s'avère n'avoir été fait de rien. Desmond et Caleb sont restés assis à cette table du fond pendant un long moment. Tous les deux avec la pièce, ma pièce, celle de Caleb, celle de l'escadrille. Posée sur la nappe entre eux. Là où je l'avais déposée après que ma mère l'eut décousu de mon orlet. Je t'avais cherché, a dit Desmond. Il l'avait déjà dit, je crois, dans sa tête 1 millier de fois après avoir essayé de me retrouver. Ton numéro était débranché. Ta famille ne voulait pas assez fort, a répondu Caleb. Mais il souriait en le disant. Et il a posé sa main sur la nuque de Desmond de la façon dont on fait avec un frère. Et Desmond a baissé la tête, et aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Puis Caleb m'a regardé, et quelque chose a traversé son visage. Une chose intime qu'il n'était pas encore prêt à livrer. Il y a quelque chose que Mathilda ne sait pas. A-t-il dit. Quelque chose que je sais depuis un moment déjà. Il a pris la pièce, l'a fait rouler une fois entre ses doigts, l'a reposée. Mais pas ce soir. Ce soir n'est pas le soir pour ça. Je n'ai pas insisté. J'avais au moins appris cela de lui. On ne poursuit pas un homme dans une pièce dont il n'est pas prêt à ouvrir la porte. Je croyais que le plus dur était passé. Je veux vous le dire parce que c'est ce que je croyais. Assise à cette table du fond. Le vin séché en taches dures sur ma robe et toute ma famille autour de moi.
je pensais que nous avions survécu au pire. Le pire n'avait pas encore commencé. Voici ce que personne ne vous dit sur le moment où votre choix d'époux prime sur sa famille devant. 200 invités, cela ressemble à une victoire. Et puis la fête se termine et vous devez rentrer chez vous pour vivre avec le coup de 7. Décision. 2 semaines après le mariage, les appels ont cessé. Pas de manière théâtrale. Béatrice ne l'avait pas déshéritée. Il n'y a eu ni lettre ni esclandre. C'était plus silencieux que cela, et le silence est pire. Desmond avait grandi au sein d'une machinerie familiale, les dîners réguliers, le club, le réseau. Les portes qui s'ouvraient parce qu'un couloir exerçait une pression. Et l'une après l'autre, sans que personne ne l'annonce, ces portes ont cessé de s'ouvrir. Une invitation qui n'arrivait pas, un coup de fil qui restait sans réponse. Un homme que son père connaissait. Qui avait l'habitude de prendre ses appels et se trouvait soudain toujours en réunion. Ma mère ne m'a pas renié, m'a-t-il dit un soir, assis au bord de notre lit. Les coudes sur les genoux. Faisant rouler sa propre pièce entre ses doigts de la même façon que Caleb faisait rouler la sienne. Elle a juste arrêté de dresser un couvert pour moi. Aucun de nous n'a manqué l'ironie. La punition de sa famille était de lui retirer sa chaise. La mienne était d'en garder une de dressée. J'ai assisté à la fermeture de l'une de ces portes en temps réel. Et cela m'en a dit plus long que toutes celles qui s'étaient refermées en silence. Il y avait un homme, un ami de la famille. Un ancien collègue de Gérald qui connaissait Desmond depuis qu'il était enfant et avait promis moi plutôt de lui présenter quelqu'un qui comptait pour la prochaine étape de sa carrière. Un poste civil pour le moment où ses années de vol toucheraient à leur fin. Desmond avait appelé pour confirmer. J'étais dans la pièce. J'ai observé son visage pendant que l'homme à l'autre bout du fil lui expliquait. Avec une chaleur immense, que le timing n'était finalement pas le bon. Que les choses étaient compliquées, qu'il était sûr que Desmond comprendrait. Desmond a dit qu'il comprenait. Il a remercié l'homme, a raccroché et est resté assis avec le téléphone dans la main. Sans dire un mot pendant un long moment. Il n'a pas prononcé son nom. A fini par dire Desmond. Pas une seule fois. Il n'en avait pas besoin. Il a posé le téléphone face contre table. C'est ainsi que cela fonctionne. Personne ne prononce jamais le nom. Les choses deviennent simplement compliquées du jour au lendemain pour tout le monde. Je n'avais rien pour réparer cela. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire, celle que m'avait enseignée ma mère. Je me suis assise à côté de lui et je suis resté. Le travail a été ce qui m'a empêché de flancher ce mois-là. Et je tiens à vous raconter un de mes quarts de travail parce qu'il a remis toute cette pagaille en perspective. J'avais un patient de 19 ans qui avait perdu l'usage de la plupart de ses membres inférieurs. Et qui me résistait sur absolument tout, de la façon dont le font les jeunes, car à 19 ans. On ne fait pas encore la différence entre accepter de l'aide et baisser les bras. Il m'avait aboyé dessus un matin en me lançant que je ne pouvais décemment pas comprendre. Et j'avais repensé à une gifle à un mariage. À un nom omis sur une invitation et à un homme à l'autre bout du fil disant que le timing n'était pas le bon. Et je m'étais dit, non, je ne peux pas comprendre tes jambes. Mais je comprends un peu ce que c'est que d'entendre qu'on vaut moins que rien et de décider de ne pas le croire. Je n'avais rien dit de tout cela. Je m'étais contenté de me tenir à ses côtés sur les barres et de lui dire d'essayer encore une fois. Et il l'avait fait, et il avait fait 2 pas, et il avait pleuré. Et j'avais gardé mon visage impassible, avec cette certitude que j'affiche toujours. Me tenir à côté de quelqu'un pendant qu'il refuse de baisser les bras. C'est la seule chose dont je n'ai jamais douté que je savais faire. Cela m'a ancré. Cela m'a rappelé que peu importe ce que Béatrice pensait de ma condition. Celle-ci n'avait jamais été ce qui dictait qui j'étais. J'ai vu la fatigue le ronger de manière qu'il refusait d'avouer. Il avait été élevé dans l'idée que la famille d'un homme est son assise, son système racinaire. La chose qui dit au monde qui il est. Et il s'était coupé de tout cela pour moi. Et maintenant, il découvrait ce que c'est que de flotter.
Il ne le regrettait pas. Je sais qu'il ne le regrettait pas. Mais ne pas regretter une chose et ne pas en faire le deuil sont deux choses différentes. Et il faisait son deuil, et j'étais la raison de ce deuil. C'est là que ma vieille habitude m'a rattrapé, au moment précis où j'étais le plus fatigué. Je me suis retrouvé un soir le téléphone à la main. Un message à demi rédigé à l'intention de Béatrice. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Peut-être pourrions-nous. J'étais arrivé jusque-là. Je me tenais dans la cuisine avec mon pouce suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Et chaque fibre de mon être, celle-là même qui avait passé une vie entière à maintenir la paix en se faisant plus petite, me répétait que si je présentais simplement mes excuses, si je prenais un peu de la faute sur moi, les portes s'ouvriraient à nouveau et Desmond pourrait retrouver sa famille. Et ce serait mon cadeau pour lui. Peut-être que si je m'excusais simplement auprès d'elle, ai-je commencé à dire à haute voix. Desmond qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Non. A-t-il dit. Il ne m'a même pas laissé finir. Pas cette fois. Il a traversé la cuisine. M'a pris le téléphone des mains avec douceur et a effacé le message sans en lire le reste. Je sais ce que tu fais. A-t-il déclaré. Tu redonnes leur dignité aux gens. Tu fais ça toute ta vie pour des étrangers. Pour moi. Pour Caleb. Mais tu n'as pas le droit de lui donner la tienne. C'est celle-là que tu gardes. J'ai posé le téléphone. Ma mère m'a dit quelque chose à peu près à la même époque. Alors que je lui confiais que j'envisageais de tendre la main pour adoucir les choses. De trouver un moyen de renouer avec la paix. Elle était en train d'étaler de la pâte à tarte au dîner et n'a pas levé les yeux. La paix, ce n'est pas la même chose que le silence, Mathilda. A-t-elle prononcé. Tu confonds les deux depuis toute ta vie. Le silence? C'est ce qu'elle voulait de ta part. La paix, c'est ce que tu as maintenant. Et cela t'a coûté quelque chose, et c'est à ça qu'on sait qu'elle est réelle. La blessure la plus profonde est venue plus tard. Assénée par Desmond dans le noir alors qu'il n'arrivait pas à dormir. Pendant 3 ans, j'ai cru que j'avais échoué, a-t-il dit. Je savais qu'il parlait de Caleb. Je croyais que j'étais le type qui avait laissé filer son ailier. Le type qui avait été sauvé. N'avait même pas été capable de retenir l'homme qui l'avait sauvé. Il marqua une pause. Et il s'avère que tes parents ont fait ce que je n'ai pas pu accomplir. Ta famille l'a rattrapé. Quand je l'ai lâché. Je ne sais pas si je dois les remercier ou avoir honte devant eux pour le reste de mes jours. Je n'avais pas de réponse à cela. Je ne crois pas qu'il y en avait une. Je me suis simplement accroché à lui, et quelque part sur la table de chevet. Son téléphone s'est illuminé d'un message, il l'a attrapé, l'a lu et s'est figé. C'était de Caleb. Dimanche. Disait le texte. Viens au dîner. Il y a quelque chose que vous devriez tous les deux entendre. Avant que ce dimanche n'arrive. Il y avait Béatrice à régler. Elle a fait le premier pas, ce qui m'a surprise. Un message vocal, formel. Le genre de message qu'on laisse lorsqu'on a décrété que l'autre personne a besoin d'être gérée. Elle voulait se voir. Elle voulait, disait-elle, mettre cette animosité derrière nous pour le bien de Desmond. Nous y sommes allés, tous les deux. Non pas que nous lui devions quoi que ce soit. Mais parce que Desmond voulait lui dire les choses en face, et je pense qu'il avait gagné ce droit. Elle avait préparé du café dans le salon principal. Celui avec le grand-père au-dessus de la cheminée. Elle a commencé de la même façon qu'elle commençait toujours. Comme si nous étions ceux qui avaient besoin d'être recadrés. Les esprits se sont échauffés. A-t-elle déclaré. Des mots ont été prononcés. Je suis disposé à aller de l'avant si nous pouvons. Tous convenir d'être civils à l'avenir. Ce n'est pas des excuses. A répliqué Desmond. Je ne vois pas ce que je dois me faire pardonner. Chérie. D'avoir tenu au nom de cette famille.
J'ai posé ma tasse. Vous m'avez giflé à mon mariage. Ai-je dit devant 200 invités. Vous avez qualifié mes parents par leur odeur de graisse. J'ai gardé ma voix égale, car l'égalité était la seule arme qui fonctionnait sur elle. Je ne suis pas là pour des excuses. J'ai cessé d'en avoir besoin quelque part autour d'un dimanche. Je suis là pour vous dire ce qu'il en coûterait de rester dans nos vies. Afin que vous puissiez décider. Elle m'a regardé de la même façon qu'on regarde un meuble qui se serait mis à parler. Puis elle a tenté la méthode qui avait toujours fonctionné. Elle s'est tournée vers Desmond. Et sa voix s'est adoucie pour retrouver ce registre qu'elle devait employer avec lui depuis qu'il était petit, blessé, raisonnable, chaleureuse. Mon chéri. Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Es-tu vraiment en train de jeter ta famille aux orties pour un malentendu lors d'une fête? Elle a laissé ses yeux briller. La famille, c'est la famille. On n'a pas de mère. C'était parfaitement exécuté. 1 an plus tôt, cela aurait pu marcher sur moi, assise là même, cette attirance pour le compromis. Pour être celle qui plie afin que la pièce se détende. J'ai senti le vieux réflexe remonter. Celui qui voulait dire quelque chose d'apaisant, prendre un peu de la faute sur soi. Régler l'inconfort en se ratatinant. J'ai vu Desmond le ressentir également. J'ai vu 34 années de conditionnement se resserrer autour de lui. Et puis il m'a regardé, et il n'a pas reculé. Ce n'était pas un malentendu, maman? A-t-il dit doucement. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu sais toujours. C'est tout le problème. Rien de tout cela n'a jamais été un accident. Elle s'est affaissée dans son fauteuil comme si elle venait d'être effleurée par quelque chose de glacial. Si vous voulez faire partie de la vie de ce mariage, ai-je ajouté, dans notre foyer, un jour, autour de nos enfants, vous me traiterez comme l'épouse de votre fils. Et vous traiterez mes parents comme de la famille. Parce qu'ils le sont. C'est le prix à payer pour que la porte reste ouverte. Ce n'est pas une punition, c'est juste le prix. Et si tu n'acceptes pas nos conditions, la porte se fermera. A complété Desmond. Et ce sera ton choix. Pas le nôtre. Nous ne la fermons pas d'un slam. Nous refusons simplement de continuer à la maintenir. Ouverte pendant que tu décides si nous valons la peine d'être franchis. Elle a souri alors un sourire encore plus mince que celui de son mariage et a prononcé quelques mots sur l'ingratitude et sur la façon dont elle avait bâti une vie que nous ne pouvions imaginer. Et Desmond a posé sa tasse et s'est levé. Il a retiré une clé de son troquet, la clé de cette maison. La maison où il avait grandi et l'a posée sur la table basse à côté de la crème intouchée. Garde la chambre prête pour moi si tu veux. A-t-il lancé. Je ne viendrai pas y m'asseoir. Et nous sommes partis. Elle ne nous a pas retenus. Il n'y avait, pour une fois, aucun public devant lequel elle pouvait faire sa représentation. Et j'ai remarqué que les gens qui ne parlent qu'à une foule ne savent pas toujours quoi dire à une pièce vide. Les conséquences, lorsqu'elles se sont manifestées, ne sont pas venues de nous. Je tiens à ce que ce soit clair, car cela compte pour moi. Nous n'avons appelé personne. Nous n'avons pas colporté son histoire en ville. Je n'ai jamais publié un seul mot. Mais la salle avait été pleine de monde, et les gens parlent. Et pire que parler, les gens se retirent tout simplement. Quelques semaines plus tard. La Ligue, cette institution autour de laquelle Béatrice avait bâti toute son existence. La présidence qu'elle avait occupée pendant 11 ans était passée à autre chose en silence. Un vote lors d'une réunion où elle ne s'était pas rendue. Un nouveau nom tout en haut de la lettre d'information. Personne ne l'avait chassé. On avait simplement cessé de lui réserver une place. Les photographies de Béatrice munies de ciseaux géants avaient disparu du site web de la Ligue. L'une après l'autre, remplacées par quelqu'un d'autre doté de ciseaux plus récents. La famille de Poppy Ashworth, Savereil, avait été l'une des premières à reculer.
Le patronage même que Béatrice avait essayé d'épouser par l'intermédiaire de son fils avait disparu. Non pas parce que j'avais fait quoi que ce soit, mais parce qu'on ne peut pas être la mécène d'une femme dont on a quitté la fête. Je n'ai ressenti aucun triomphe à tout cela. J'ai éprouvé quelque chose de plus proche de la sobriété. C'était de cela que sa vie avait été faite tout du long, d'accord tacite. Et quand l'accord avait cessé, il restait si peu de choses. La partie la plus étrange a été petite, humaine, et s'est produite dans une épicerie. J'achetais des œufs, de toutes choses. Lorsqu'une femme que j'avais reconnue au mariage, l'une des relations de Béatrice, l'une de celles qui avait ri, a arrêté son chariot en m'apercevant. Pendant une seconde, je me suis raidi. Puis elle a murmuré. Je voulais dire que ce qu'elle a fait était mal. J'aurais dû dire quelque chose sur le moment et je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle n'a pas attendu que je l'absolve. Elle avait juste eu besoin de le formuler de la même façon qu'on a besoin de poser un objet qu'on a trop longtemps porté. Elle a poussé son chariot plus loin, et je suis resté là, une boîte d'œufs à la main, en comprenant que c'était cela la véritable forme des choses. Pas un tribunal, pas un scandale, juste des gens décidant calmement, l'un après l'autre dans les supermarchés et sur les parkings, qu'ils préféraient n'avoir pas ri. C'est un verdict plus lourd que tout ce que j'aurais pu prononcer. Il venait de partout, et je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Desmond, quant à lui, a fait ce qui m'a poussé à l'aimer par-dessus tout. Il ne s'est pas contenté d'une prise de position héroïque lors d'un mariage pour en rester là. Il a continué de choisir, de manière modeste et sans panache, semaine après semaine. Il a commencé à descendre à Jacksonville les jours où il ne volait pas. Il a renoué avec Caleb, lentement, patiemment. Tous deux reconstruisant 4 années perdues à coups de mauvaises blagues. Et un après-midi, il est rentré à la maison avec un formulaire de la base. Un document de routine, celui où l'on inscrit qui appelait s'il arrive malheur. Il avait écrit le nom de mes parents, Vincent et Clara Miller. Tu aurais pu mettre n'importe qui. Ai-je dit. Ça n'a pas besoin d'être. Ce sont eux qui viendraient, a-t-il répondu. Comme s'il s'agissait de la chose la plus évidente au monde. Si c'était le milieu de la nuit et que c'était grave, ce sont eux qui prendraient la route, alors ce sont eux que je note. C'est la semaine où Gérald a fait sa première apparition au dîner. J'ai levé les yeux de la caisse un après-midi et il se tenait dans l'embrasure de la porte. Le père de Desmond, dans son beau manteau, n'osant ni entrer ni repartir. Semblable à un homme au bord de l'eau qui ne sait pas s'il a le droit d'y tremper les pieds. Mon père l'a aperçu également. Aucun des deux n'a prononcé un mot ce jour-là. Gérald s'est contenté de scruter la pièce un moment à la longue table. Le mur de photographie puis a fait un signe de tête à personne en particulier avant de s'en aller. Mais j'ai compris que quelque chose avait bougé. Il est revenu. Puis est arrivé un dimanche. Et nous avons conduit jusqu'au dîner pour entendre ce que Caleb avait à nous dire. Le dîner était fermé au public, comme c'est la coutume le dimanche. Ma mère avait cuisiné trop de nourriture, comme elle le fait toujours. Caleb était déjà là quand nous sommes entrés, assis à la longue table près de la fenêtre. Et je l'ai remarqué dès notre arrivée, la chaise à côté de lui. Celle qui était restée vide et dressée pendant 4 ans. Avait devant elle une assiette qui était en train de servir. Il ne s'asseyait plus sur la chaise gardée. Il s'occupait de ce siège comme un homme qui habite ici. Il a attendu que nous ayons fini de manger. Puis il a repoussé son assiette, a joint ses mains et m'a regardé. J'ai besoin de vous dire quelque chose à tous les deux. Et j'ai besoin que vous ne vous fâchiez pas contre vos parents quand j'aurai fini. Il a jeté un œil vers mes parents. Ma mère s'était figée devant son fourneau. Mon père avait posé sa tasse de café. Car il ne gardait le silence que parce que je l'avais demandé. Je ne comprenais toujours pas. La main de Desmond a trouvé la mienne sous la table. En janvier, a repris Caleb, tu m'as montré une photo. Il m'a fixé. Tu en étais si fier.
Tu m'as appelé pour m'annoncer que vous aviez fixé la date et tu m'as envoyé un cliché de vous deux. Et j'ai regardé cette photo. Mathilda, et j'ai reconnu l'homme qui y figurait. La pièce est devenue très silencieuse. Troublée seulement par le bourdonnement de la cafetière. C'était la photo de Brick, a-t-il dit, la voix brisée. Je veux dire? C'était Desmond. C'était l'homme pour lequel j'étais resté sur son aile. L'homme que j'avais passé 3 ans à me dire que j'avais perdu. Il a secoué lentement la tête comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire tout à fait. La femme qui m'avait appris à remarcher épousait l'homme dans le feu duquel j'avais marché. Et aucun de vous n'en avait la moindre idée. Je me suis tourné vers mes parents. Ma mère avait une main plaquée à plat sur sa poitrine. Mon père regardait la table. Vous le saviez. Ai-je dit? Au mariage. C'est pour ça que vous étiez si calme. Je leur avais dit. A intervenu Caleb avant qu'il ne puisse répondre. J'ai appelé ton père le soir même où j'ai fait le rapprochement. Je lui ai dit qui était Desmond pour moi. Et je lui ai demandé. Je l'ai supplié, honnêtement, de garder le secret parce que ce n'était pas à moi de tout faire exploser. C'était votre mariage. C'était votre journée, et un homme mérite d'être retrouvé par sa propre vie. Pas d'être pris en embuscade par la mienne au pied de l'autel. Il a regardé Desmond. Je m'étais dit que je viendrais au mariage. Que je m'assiérais au fond et que je te retrouverais après. Quand ce serait calme. Pour me réintroduire autour d'une bière. Pas devant 200 personnes. Je n'avais jamais prévu de me lever. Je ne me suis levé que parce que ta mère a posé ses mains sur ta femme. La voix de Desmond. Lorsqu'il a parlé. Était rauque. J'ai passé 3 ans à croire que j'étais le type qui t'avait laissé disparaître. Le type qui avait été sauvé et qui n'avait même pas réussi à retenir l'homme qui l'avait sauvé. Tu ne m'as pas laissé disparaître. A fait remarquer Caleb doucement. J'ai disparu exprès. J'étais tellement au fond du trou après tout. Ça. Ma famille. La jambe. Que je ne supportais pas l'idée que tu me vois dans cet état. Le type avec qui tu volais. Savait voler. Je ne voulais pas être l'image d'avant dans ta tête. Alors j'ai coupé les ponts. C'est de mon fait, pas du tien. Il a regardé ses mains, puis un dîner m'a recueilli. Et une infirmière m'a appris à marcher. Et au milieu de tout ça, j'ai cessé d'être l'image d'avant. Même pour moi-même. Au moment où je valais la peine qu'on m'appelle à nouveau. J'avais laissé passer trop de temps pour savoir comment m'y prendre. Et puis tu lui as demandé de l'épouser. Et elle m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, et vous étiez tous les deux là sur une photo. Il a esquissé un demi-sourire. L'univers a le sens de l'humour. Il me l'a rendu par ton intermédiaire. C'était toi le mur. A dit Desmond. Les yeux brillants. Pas moi. Jamais moi. Na. A fait Caleb doucement. Ça a toujours été nous deux. J'ai découvert plus tard ce que cela avait coûté à mes parents, 3 mois. Pendant 3 mois. Ils avaient su que leur fille épousait l'homme que leur fils adoptif avait sauvé. Et ils n'avaient rien dit. Et ils m'avaient laissé vivre mes fiançailles ordinaires, heureuses et ignorantes. Parce que Caleb le leur avait demandé et parce qu'il comprenait quelque chose que je commençais seulement à apprendre, que l'amour est très souvent ce qu'on ne dit pas. Le secret qu'on porte pour qu'un autre ait le droit d'être heureux dans l'ombre un peu plus longtemps. Tu aurais pu me le dire? Ai-je reproché à ma mère. Oui, a-t-elle répondu, et ça aurait concerné lui, et Desmond, et le passé. Et je voulais une saison qui ne parle que de toi. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. Ce qu'elle fait quand elle ne veut pas que vous les voyiez trembler. Laisse-moi ça. Je t'ai confié une fois.
J'ai bien le droit d'avoir voulu que cette journée soit là. Tienne. Desmond s'est levé. Il a contourné la table pour rejoindre Caleb. Et Caleb s'est hissé à la force des bras sur la table comme il l'avait fait au mariage. Et tous deux se sont serrés dans les bras pendant un long moment. Et j'ai détourné le regard parce qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas. Quand ce fut terminé, ma mère a fait ce qui a clos l'affaire. Elle a tiré la chaise à côté de la mienne, une chaise ordinaire. Sans rien de particulier, et a dressé un couvert devant elle, la fourchette à gauche. Le couteau à droite, le verre retourné, avant de fixer Desmond. Assieds-toi là. A-t-elle ordonné. C'est le tien maintenant. On ne le reprend pas. Il s'est assis. Mon mari, qui avait grandi dans une maison où sa place à table dépendait de son comportement, s'est assis sur une chaise qui lui appartiendrait qu'il la mérite ou non. Pour le reste de ses jours. Et je l'ai regardé comprendre ce que cela signifiait. Il avait perdu la table d'une famille et s'en était vu offrir une autre, et la seconde, s'avérait-il, était de celles qu'on ne retire pas. La chaise qui était restée vide pendant des années était pleine. Et un nouveau couvert était dressé pour lui. J'ai parcouru du regard cette table, mes parents, mon mari. L'homme que ma famille avait rattrapé lorsque sa propre famille l'avait lâché. Et j'ai enfin compris ce que ma mère essayait de m'enseigner toute ma vie avec une fourchette et une chaise vide. Elle ne gardait pas un siège pour une personne. Elle tenait une promesse sur le genre de famille que nous allions être. Une famille sans bout lointain. Une famille où votre place ne monte ni ne descend selon votre degré d'utilité, d'impression ou de commodité. Béatrice avait passé une année à essayer de m'inculquer que l'appartenance se mérite. Qu'elle peut être accordée ou révoquée. Que certains s'assoient près et d'autres près des portes de la cuisine. Et ici, dans un dîner sur l'un boulevard, se trouvait toute la réfutation. Dressée avec une fourchette à gauche et un verre retourné. Je vous ai dit au début que pour comprendre l'homme qui s'était levé, il fallait comprendre une chaise. Maintenant, vous comprenez les deux. Le mariage a eu lieu en avril. Nous sommes en mai à présent. Un dimanche ordinaire. Et je veux vous raconter comment cela se termine, car cela se termine petitement. De la façon dont les vraies choses le font. Nous étions au dîner, tous ensemble, lorsque Gérald est entré. Il venait depuis quelques semaines déjà, se tenant d'abord sur le seuil. Puis s'asseyant au comptoir avec un café, puis se rapprochant peu à peu. Cette fois, il est entré complètement et s'est arrêté à quelques pas de la longue table. Tenant son chapeau dans ses mains comme un homme qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. « Je n'attends pas de place. » a-t-il dit. Mon père s'est levé. Il est allé au mur, a décroché une chaise supplémentaire, l'a apportée et l'a installée à la table. En la tirant, il a prononcé ces mots. Dans ce dîner, on n'a pas besoin de mériter sa chaise. Gérald s'est assis. Il n'a pas dit grand-chose. Ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Je crois qu'il a passé 40 ans marié à quelqu'un qui faisait toute la conversation. Mais il est revenu le dimanche suivant, puis le d'après. Il ne nous a jamais demandé de choisir entre elle et Béatrice. Et nous ne lui avons rien demandé de tel non plus. Il a simplement commencé à se présenter à cette table où le simple fait d'être présent était là. Seule exigence requise. Il m'a confié une chose, une seule, des semaines plus tard. Alors que nous partagions une part de la tarte de ma mère. Je l'ai vu faire pendant 40 ans, aux autres. À moi-même. Je me suis toujours répété que ce n'était pas mes affaires de l'arrêter. Il a retourné sa fourchette. Il s'avère que si. Je n'en avais juste pas le cran jusqu'à ce que je la voie te le faire au mariage de mon propre fils et que je regarde autour de cette pièce sans trouver une seule personne. Qui pensait qu'elle avait raison? Pas une seule. Il ne m'a pas demandé de le pardonner pour ses 40 ans de silence. Il a simplement continué à venir à la table, ce qui est une forme d'excuse en soi. Celle qui se manifeste au lieu de s'expliquer.
Je ne sais pas ce qu'il advient de Béatrice à présent. Aux dernières nouvelles, elle a toujours sa maison, ses perles. Le portrait de son grand-père et beaucoup moins de monde pour les admirer. La Ligue a tourné la page. Les galas continuent sans elle. Je n'en tire aucun plaisir. J'y ai réfléchi pour savoir si je le devais, et j'ai décidé que non. Elle n'a rien perdu de ce que je lui ai pris. Elle a perdu le public qu'elle avait pris pour une vie. Et elle l'a perdu parce que 200 invités ont vu qui elle était le temps d'une gifle et ont décidé en silence qu'ils préféraient être ailleurs. Peut-être qu'un jour elle frappera à la porte du dîner. Mon père lui tirera une chaise si c'est le cas. C'est la chose à la fois exaspérante et magnifique chez des gens comme mes parents. Le prix d'entrée est seulement d'accepter de s'asseoir en égal. Béatrice ne pourra peut-être jamais le payer. C'est son problème, pas le mien. Je ne sais pas si Béatrice viendra un jour à cette table. Je n'ai plus besoin qu'elle le fasse. Certains apprennent, d'autres se font simplement plus discrets. Et ce n'est pas mon rôle de deviner à l'avance dans quelle catégorie elle finira. Ma pièce est sur le mur à présent. Celle de Caleb, celle de l'escadrille. Celle qui a vécu dans la poche de ma blouse puis dans l'ourlet de ma robe de mariée. Ma mère l'a encadrée, petite et simple, et l'a accrochée au mur des photos du dimanche. Et aucun de ceux qui entrent dans le dîner ne sait ce que c'est ni ce que cela a coûté. Et c'est très bien ainsi. Nous savons. Je pensais autrefois que Béatrice parlait de géographie quand elle me recommandait de ne pas oublier d'où je venais. J'ai fini par l'oublier un moment. Je l'ai oublié exprès parce que j'avais honte de la Grèce, du vieux café. D'un père qui refuse de se disputer et d'une mère qui cuisine trop. Il a fallu qu'une femme me gifle à mon propre mariage pour me le rappeler. La condition sociale, s'avère-t-il, ne se mesure pas à l'endroit où l'on est assis. Elle se mesure à qui vous tend une chaise quand vous tombez. La chaise de notre table n'est plus vide, mais ma mère cuisine toujours trop. Et il y a encore une assiette supplémentaire dressée au bout la plupart des dimanches. Prête à attendre. Juste au cas où. Dit-elle quand je lui demande pour qui elle est. Il y a toujours de la place. Alors, voici ce que je vous laisse, et j'aimerais honnêtement savoir ce que vous en pensez. J'ai tracé une ligne ferme avec une femme qui est, quoi qu'il en soit, la mère de mon mari. Je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'ai jamais cherché à la faire souffrir. J'ai simplement fermé une porte et je l'ai laissé décider si elle voulait frapper. Certains d'entre vous penseront que j'ai eu raison. D'autres trouveront cela froid, estimant que la famille reste la famille. Que j'aurais dû persévérer. Dites-moi, auriez-vous laissé la porte ouverte? Ou auriez-vous fixé le prix comme je l'ai fait en la laissant choisir? Je sais d'où je viens maintenant. C'est un dîner sur l'un boulevard? Une longue table près de la fenêtre et une chaise que personne n'a le droit de m'enlever. Il y a toujours de la place, mais il faut savoir comment s'y asseoir.